Alors, vous avez été directrice générale de la pêche pendant 10 ans, comme vous l'avez dit. Pendant cette période, quelles ont été vos principales réalisations à la pêche? En fait, je suis arrivée, j'ai été la deuxième directrice générale de l'association. Je suis arrivée après un premier mandat de 3 ans de M. Martin. Alors, M. Martin avait mis un peu la table, je dois dire, pour moi, dans le sens où il y a toujours un choc quand on est une petite association, que le travail se fait, je dirais, à 97% par des bénévoles. Qui n'ont pas nécessairement une grosse structure et une grosse infrastructure. Donc, il y a eu le premier directeur général. Je suis arrivée après un premier mandat de 3 ans. Donc, il avait fait un petit peu le tour, mais tout était à faire au niveau des structures, au niveau du développement aussi d'une identité pour l'association, une identité visuelle, une identité professionnelle. Donc, je dirais qu'une des premières choses que j'ai fait en arrivant à l'association, c'est que j'ai convaincu le conseil d'administration qu'il fallait aller vers un plan stratégique. Alors, je ne me souviens pas comment il s'appelait à l'époque, je pense que c'était Virage 2000. Voilà, Virage 2000, qui a été vraiment le premier exercice de planification stratégique pour l'organisation, mais qui a beaucoup impliqué les membres. C'est devenu à la fois donc un exercice de planification pour l'association, mais aussi un exercice de mobilisation des membres autour de la mission, de la vision de l'association. Et je dirais que par la suite, au niveau des rapports annuels, on a systématiquement fait une reddition de compte pour démontrer comment avançaient les dossiers. L'exercice de planification, souvent on fait ça, puis on se rend compte finalement qu'on n'aurait pas fait les choses différemment, mais ça nous permet justement cet outil de reddition de compte-là. Et pour moi, que ce soit une association ou l'ordre, il y a un élément qui est important, c'est la mobilisation des membres, c'est le rassemblement autour d'une mission et d'une vision et de valeurs communes. Et je pense que le premier exercice de planification a vraiment contribué à cet exercice-là. Il y a eu aussi, évidemment, toute la structuration des différents programmes. Il y avait déjà en place des programmes de formation continue. On a développé l'offre de services. Toute la question de l'identité visuelle de l'association. On sortait d'une période, donc, d'association faite avec des bénévoles, avec peu de moyens. Le fait d'embaucher une permanence, c'était déjà un signe qu'on voulait donner davantage de moyens à l'association. Et donc, ça veut dire structure, ça veut dire image visuelle. Donc, on avait commencé un peu à changer, je dirais, le côté, je dirais, peut-être un petit peu plus artisanal des documents et de la documentation qu'on a envoyé aux membres. Et je dirais que ça a été aussi une période où l'association, à cause qu'elle s'était dotée justement de permanence, à cause que les membres avaient accepté de mettre ensemble des ressources, ça a été une période beaucoup je dirais, de consolidation de l'association sur le plan politique. Donc, l'association devenait de plus en plus reconnue. Les bénévoles, dans le temps, avaient fait un travail extraordinaire de positionnement, mais évidemment, quand tu comptes sur des bénévoles, ben, à un moment donné, tu as, par exemple, un président ou un conseil qui est extrêmement dynamique et ouvert sur l'extérieur. Après ça, il y en arrive un autre, puis ça se referme un petit peu plus. Donc, il n'y a pas de continuité nécessairement. Et le fait, effectivement, de mettre en place une permanence, de mettre en place un processus de planification stratégique, de se re-questionner sur notre mission, sur notre vision, mais ça a permis effectivement de consolider et de se dire, on se donne une ligne et voilà vers où on s'en va. Pendant votre mandat, quel était le principal défi dans tout ce que vous avez mentionné, le plus difficile, le plus... Ben, c'est sûr que quand tu es un syndicat professionnel dans le réseau public de la santé, puis que tu as 1000 membres, à l'époque on en avait 1200, je pense, quand je suis partie, on est un bien petit joueur face au géant. Face au géant qui est l'employeur, donc avec sa grosse machine de négociation, face aux autres associations du domaine de la santé, face aux autres syndicats professionnels. Alors, il faut savoir un peu jouer du coude et probablement utiliser des façons de faire qui sont différentes des gros joueurs pour arriver à se faire entendre. Alors, je pense qu'il faut, le plus gros défi, c'était d'être créatif dans notre façon de se faire remarquer et de notre façon de se faire reconnaître pour que la pharmacie d'établissement puisse en arriver là où elle est aujourd'hui, là où
mon successeur, Linda, est en train de l'amener, c'est-à-dire vers une association qui est maintenant une association qui est ma foi, extrêmement bien positionnée et extrêmement bien reconnue dans le réseau de la santé. Mais c'est un défi de tous les jours d'essayer de se positionner à l'intérieur de ce grand échiquier-là. Déjà, quand tu es un gros joueur, c'est pas facile de se positionner. Le réseau de la santé, moi, j'ai toujours comparé à une patinoire avec une rondelle. Puis là, tout le monde court après la même rondelle. Puis toi, tu arrives avec tes petits défenseurs de 5 pieds 2, puis ton centre qui patine moins vite. Donc, il faut adopter une stratégie, une cohésion d'équipe, puis surtout une solidarité. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours vu de la part des membres quand j'étais là. Le conseil, les différents présidents que j'ai eus à l'époque aussi ont pu compter sur une solidarité quand même assez extraordinaire de la part des pharmaciens d'établissement. Et puis, pendant cette période, quand vous êtes arrivé, vous disiez, M. Martin avait un peu mis en place les structures. Comment vous avez développé les structures de la PES pendant vos 10 ans? Bien, en fait, sur le plan des structures, comme je disais, on a développé tout l'aspect communication, qui est un aspect extrêmement important dans les années 2000. Donc, on a commencé à faire affaire plus régulièrement avec des consultants externes, puis je pense que ça s'est soldé maintenant par vraiment des permanents qui travaillent au niveau de la communication. On a restructuré tout le pharmatuel, qui est un autre outil de communication, un outil de communication scientifique, mais un outil de communication qui, sur le plan de crédibilité, est fort important. Donc, on a beaucoup travaillé à l'époque à structurer le comité du pharmactuel, on a changé la facture visuelle, on a changé les articles, puis avec l'objectif éventuellement d'arriver en faire en sorte que la revue puisse être indexée dans les différentes bases de données. Ça, c'était une belle façon. Encore une fois, sur le plan de la structure, je pense que d'avoir un plan stratégique, d'avoir un plan d'action, toute la restructuration de la reddition de compte via le rapport annuel. Le rapport annuel a beaucoup évolué. Se donner aussi une certaine possibilité d'avoir un regard historique justement par nos rapports annuels. Au sein des normes professionnelles, le rapport annuel est déjà tout décidé par un règlement, puis tu n'as pas grand choix. Au niveau d'une association, ta reddition de compte n'est pas très balisée. Donc, tu peux décider de faire un rapport annuel qui est minimum, ou tu peux décider d'en faire un outil qui va te permettre de te souvenir, qui va te permettre aussi de pouvoir porter un regard critique sur le passé pour pouvoir mieux avancer. Donc, ça, on a beaucoup structuré aussi le rapport annuel. Le rapport annuel a changé à ce niveau-là. J'ai aussi, durant cette période-là, demandé au conseil d'administration de pouvoir avoir un adjoint, de pouvoir embaucher un deuxième pharmacien. Ça a été pour moi, parce que ça, il y avait un défi là, de travailler de façon isolée comme pharmacienne. J'étais la seule pharmacienne. Oui, j'étais la seule pharmacienne au sein de la permanence. Évidemment, tu as ton conseil d'administration sur qui tu peux compter, mais tu leur présentes des dossiers. Alors, le fait de ne pas pouvoir se valider avec un autre pharmacien, bien que le personnel de la permanence avec qui j'ai travaillé était extraordinaire, mais il n'y avait pas d'autres pharmaciens. Donc, quand est arrivé un second pharmacien, ça nous a permis aussi de mieux structurer, je dirais, toute la question du support au comité. Parce qu'au fil des années, ce qu'on a vu, c'est que est-ce que ça a été un effet secondaire de la permanence? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a aussi une évolution dans le temps. C'est qu'on a vu l'implication bénévole perdurer, mais les gens voulaient venir, mais ils voulaient avoir un support, et c'est tout à fait normal. Donc, on a structuré, avec l'arrivée de France Boucher à l'époque, on a structuré aussi tout le soutien au comité, le soutien au regroupement. Donc, ça a été beaucoup des choses qui ont, je pense, marqué mon passage à la PES. Très bien.